l'expérience Atlas du LHC au CERN à Genève. Donc je vous demande d'accueillir Nathalie Besson. Alors bonjour, d'abord merci de bien vouloir m'écouter, c'est gentil de m'avoir invité et de m'écouter. Moi je vais vous parler de l'infiniment petit, et l'infiniment petit, elle doit être infiniment petit, et le sujet est quand même super vaste. Donc je vais me concentrer sur une particule, et cette particule c'est la dernière qu'on a découverte, elle a fait la une des journaux, c'est le boson de Higgs. Alors le boson de Higgs, c'est pas la particule la plus facile à expliquer, elle est vraiment à part dans notre zoologie de particules. Donc je vais faire du mieux que je peux, mais ça va être un peu plus théorique que ce qu'a expliqué Jean-Pierre. Et surtout, interrompez-moi et posez-moi des questions, parce que c'est un petit peu compliqué. Ouais. Alors je vais d'abord remettre ça dans le contexte. Et le contexte, c'est le modèle standard de la physique des particules que Jean-Pierre a un peu évoqué. Donc la physique des particules, c'est de la recherche fondamentale. Et ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre les mécanismes fondamentaux de la nature, autrement dit, comment l'univers fonctionne en toute modestie, avec un petit nombre de constituants alimentaires et un petit nombre de lois. Comme disait par exemple, j'ai pris 2 prix Nobel, pourquoi pas, comme disait Weinberg, il disait notre boulot, c'est de voir les choses simplement. C'est de comprendre une foultitude de choses très compliquées, de phénomènes très compliqués, de façon unifiée. Et en termes d'un petit nombre de principes simples. Ou dit autrement, de façon un peu plus percutante par Albert Einstein, tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Et vous allez voir que c'est bien possible, mais c'est pas simple. Donc en toute modestie, nous, physiciens des particules, on te propose d'expliquer tout, y compris les jolies galaxies, la Terre, la vie plus ou moins, l'être humain, le grain de sable, tout ça, mais avec un tout petit nombre de particules élémentaires, ou de briques. Alors, je vais passer un tout petit moment pour vous expliquer la démarche scientifique, comment on fait. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'univers? Comprendre quelque chose, déjà, il faut identifier quelque chose. Donc nous, notre objet d'étude, ça va être les particules élémentaires. Après, comprendre quelque chose, ça veut dire aussi avoir une idée des mécanismes qui sont en jeu, donc avoir un langage pour traduire ces mécanismes. Ce langage, c'est les maths. Nous, essentiellement, ce qu'on fait, c'est, pour comprendre comment fonctionne l'univers, on met en équation, et après on compare ce que nous donnent nos équations avec ce qu'on trouve dans nos expériences. Et en faisant des allers-retours entre équations, alors on dit prédiction, ce qui fait sourire certains, c'est pas au sens de la boule de cristal médicale, c'est vraiment prédiction à faire un calcul. On compare ça avec ce qu'on voit dans nos expériences, et par aller-retour, on enrichit notre compréhension de l'univers. Alors, vous voyez ici, les ingrédients d'un modèle, c'est les objets physiques qu'on a découverts et observés, donc pour nous c'est les particules. Certains principes, par exemple, essentiellement les principes de la mécanique quantique et de la relativité, restreints pour nous, on est vraiment à une petite échelle. Et un point excessivement important, et je vais passer un petit peu plus de temps dessus, les symétries. Tout ça, on utilise les maths, c'est Galilée qui disait les mathématiques sont le langage de l'univers, autrement dit, j'utilise le langage de l'univers pour traduire tout ça dans une grosse équation, un modèle. Ce modèle me permet de faire des prédictions théoriques. D'un autre côté, j'ai mes observations expérimentales, je mets ça en balance, je vois si ça colle ou si ça colle pas. Ça marche dans les deux sens. Un modèle théorique peut comporter plus de choses que ce que j'ai déjà observé, on va voir des exemples, et donc me donner une idée de choses que j'ai pas encore vues, comme le boson de Higgs, et qui devraient exister. Au contraire, les observations expérimentales peuvent dire ton modèle n'est pas bon, faut que tu le remettes, faut que tu le repasses au marbre. Donc tout ça, ça se fait par aller-retour. Et le principe de base de notre démarche expérimentale, c'est ce que disait Feynman, un autre prix Nobel. Alors lui, il n'a pas eu le prix Nobel, mais c'est parce que le prix Nobel n'existait pas encore. C'est, peu importe si ta théorie est belle, peu importe si tu es super intelligent, si ta théorie ne met pas en accord avec l'expérimentation, quelque part elle existe. Donc tout ça, et encore une fois, c'est vraiment des allers-retours. La théorie nous apprend des choses, l'expérience nous en apprend d'autres, et tout ça nourrit notre compréhension de l'univers. Alors les ingrédients expérimentaux, ce qu'on a observé, c'est donc les observations et les découvertes. C'est pas une question récente de se poser la question de quoi constitue l'univers. Là par exemple, je remonte au 5e siècle avant notre ère, avec Empédocle qui disait que l'univers est constitué de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Et puis un siècle après, c'est Démocrite qui dit
Non. L'univers est constitué de deux choses, le vide et la matière. Déjà, alors, très important, il a introduit la notion de vide, c'est Démocrite qui l'a fait. Le vide et la matière est constituée de tout petits grains insécables. La traduction en grec de truc insécable, c'est atome. C'est Démocrite qui l'a introduit. Et alors, cette idée-là, dont on sait maintenant qu'elle est quand même un petit peu simpliste, va durer 23 siècles, mine de rien. Ensuite, à partir de la fin du XIXe siècle, il y a un emballement dans les découvertes. Ça commence avec Thomson qui découvre en 1897 l'électron, puis le noyau atomique par Rutherford au début du XXe siècle. Chadwick découvre le neutron. On commence à avoir une image de l'atome qui est plus comme celle qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire un noyau constitué de neutrons et de protons, autour duquel il y a un nuage électronique. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas d'autres découvertes. Alors ça, me fait rire. C'est la découverte du rayon X par Röntgen, et c'est la main de Madame Röntgen, n'est-ce pas? Le photon comme grain de lumière par Einstein, fraction, électron, photon, donc lumière et onde, matière et onde électromagnétique. Et neutrons. Donc, à peu près à cette époque, on est assez satisfait de nous, on a l'impression qu'on a tout compris. On a pour le monde classique, on a la mécanique qui marche très bien, on a la thermodynamique, et puis au niveau des particules, on a protons, neutrons, électrons et l'électromagnétisme. Super. On a l'impression qu'on a compris tout l'univers. On va voir que ça va un tout petit peu s'en mettre. Alors ça, c'était les ingrédients observés. Maintenant, il y a des ingrédients théoriques. Alors je l'ai dit, il y a les principes, mécanique quantique et relativité. Alors je vous dis tout de suite mécanique quantique parce que les particules sont des objets à des dimensions qui nécessitent la mécanique quantique, et relativiste, relativement super vite. Donc on est obligé de marier les deux dans une grosse théorie. Traitement des infinis, on n'en parle pas, et puis surtout compréhension des symétries fondamentales. Alors la symétrie, c'est un truc génial parce que c'est complètement intuitif. Tout le monde sait ce que c'est une symétrie. Il faut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose soit symétrique. D'accord? Dire que quelque chose est symétrique, ça me donne des informations sur quelque chose. Tout le monde le sait, si je dis c'est une symétrie sphérique, vous allez immédiatement imaginer quelque chose. En fait, c'est vachement fort une symétrie. Si admettons, j'ai une sphère avec un axe, je vous dis, fermez les yeux 2 secondes, je fais tourner ma sphère, je vous dis que je fais tourner ma sphère, ouvrez les yeux, vous allez voir la même chose, parce que ma sphère a une symétrie sphérique. D'accord? Vous allez voir exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une permanence, quelque chose qui a été conservé, pendant qu'il y a eu un changement, je l'ai fait tourner. Une symétrie, c'est ça. Et c'est colossal dans toute la construction de toute la théorie des particules. Donc vous voyez, ça nous donne une information sur les objets. Dire qu'il a une symétrie sphérique, cylindrique ou plane, par exemple les symétries du carré, ça nous donne une information sur l'objet. Au début, les symétries, c'était que des constatations expérimentales. Alors, pour un physicien, donc, que quelque chose se conserve, c'est une symétrie, donc la conservation de l'énergie totale. Pour nous, c'était une symétrie, mais c'était une constatation expérimentale. Ok, l'énergie se conserve. Il y a d'autres conservations. À un moment, Einstein a identifié un groupe qu'il a appelé le groupe fondamental de symétrie, c'est les symétries d'espace-temps. Et ça nous a permis, Jean-Pierre en a parlé, de commencer à voir des caractéristiques fondamentales des particules, qui sont donc la masse, par exemple. Le spin aussi, on en a parlé un petit peu, c'est les petites, toutes les particules. À partir du moment où Einstein a dit attention, ça c'est fondamental, on a commencé à s'apercevoir qu'on pouvait construire les modèles en imposant qu'ils soient symétriques. On dit ok, très bien. A priori, je sais que ma nature, je le constate, est symétrique sous certaines transformations, et bien maintenant je ne construis plus que des modèles qui soient symétriques. Le plus général possible, qui répondent à mes principes et qui soient symétriques. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez un peu le changement de point de vue. Avant, je constatais les symétries. Après, j'ai commencé à construire mes modèles avec. Donc, c'est devenu constitutif des modèles. D'accord? Et donc, à partir de là, le modèle qui décrivait mes particules, je lui ai demandé de répondre à certaines symétries qui étaient aussi importantes que la conservation de l'énergie. Et ça permet, avec la théorie, de donner des nombres quantiques caractéristiques de chacune des particules. Ce qui distingue une particule ponctuelle d'une autre particule ponctuelle, c'est ces nombres quantiques. On en a parlé, il y a la masse, il y a le spin, il y a la charge électrique, mais il y en a plein d'autres. Et évidemment, avoir mes particules et comprendre comment elles fonctionnent ou écrire ma grosse équation, c'est la même chose. C'est juste une qui fout plus la truc que l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple de la puissance des symétries. Les éléments chimiques, vous connaissez, vous avez déjà vu tout à l'heure le tableau de Mendeleïev, comme ça vous l'avez peut-être pas vu, il est un peu vieux celui-là, c'est celui de 1869. Les substances chimiques sont connues pour les premières d'entre elles en tant que substances
depuis l'Antiquité, puis après en tant qu'élément, puis après vraiment en tant qu'élément chimique. En 1869, Mendeleïev se retrouve à la tête d'une soixantaine d'éléments. Là, il se dit, c'est pas possible. Ça pour un physicien, c'est carrément insupportable. Toute cette foultitude de choses, il doit y avoir un principe derrière. Encore une fois, nous, notre but dans la vie, c'est de comprendre les choses le plus simplement possible. Alors, il classe. Et il s'aperçoit que s'il classe par masse croissante, et en changeant de ligne à chaque fois qu'on récupère un même comportement chimique, il y a un joli tableau comme ça, qui reflète le comportement chimique des éléments, et dans lequel les lignes et les colonnes vont dire quelque chose. Là, j'ai identifié des symétries, là, j'ai classé. Et c'est plus fort que ça encore. Avec son tableau théorique, il dit, attendez les gars, il y a des trous dans mon tableau. Si vous cherchez bien, vous devriez pouvoir trouver des éléments à cette place-là, etc. On cherche, on trouve. Par exemple, strontium, gallium, germanium, et puis plein d'autres. Et ça, c'est les symétries qui nous reviennent. Maintenant, après des années et des années d'aller-retour, on a tous les éléments chimiques qui sont représentés là. Donc, avec identification de cette symétrie, le truc qui est très important à comprendre maintenant, c'est que qu'est-ce que ça nous dit de pouvoir classer mes éléments chimiques comme ça? C'est signe d'une structure sous-jacente de l'atome. Ça me dit qu'il y a un certain nombre d'électrons qui tournent autour d'un certain nombre de protons et de neutrons. C'est ça que ça reflète. Donc, la symétrie me donne des renseignements puissants sur les constituants sous-jacents de mes molécules, de mes atomes. Au niveau des particules, c'est la même chose. Donc au début des années 30, c'est ce que je disais, bonne description de la physique fondamentale, on est super content. On a une matière qui est faite électron, proton, neutron, puis on a une loi, l'électromagnétisme, on se dit on a tout compris de l'univers. Et puis pas de peau, enfin pas de peau pour nous, surtout, vous savez de quoi je parle, hein. En 1912, Monsieur S découvre les rayonnements cosmiques. Ah mais dans ces rayonnements cosmiques, c'est bien gentil, mais apparaît un truc bizarre, le néon, et puis des pions, des carons, et une foultitude de choses. Là, c'est le bazar intégral. On voit bien qu'on n'a pas tout compris. Et ça nous fait, à nous, exactement le même effet que la foultitude d'éléments de la table de Mendeleïev à Mendeleïev. Il faut qu'on classe. Bien. En première tentative de classement, on essaye de les ranger, alors, par masse plus... Donc là, toutes ces lettres grecques, c'est une particule, je crois. On essaye de les ranger par masse, on essaye de les ranger par charge électrique, on leur trouve d'autres nombres quantiques. Peu importe, mais en gros, ça les caractérise, comme par exemple le S, la strangeness et l'étrangeté, le nombre baryonique, le grand B, là. On essaye, mais ce tableau ne dit rien. Il dit pas en particulier comment les particules interagissent entre elles. Donc on a déjà commencé à identifier des caractéristiques, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Et c'est là qu'attention les yeux. Il y a un super théoricien, Gell-Mann, qui était un féru de mathématiques, qui tout d'un coup se dit, attends, moi j'ai un groupe de symétrie en maths, qui me donne des boîtes. Alors, c'est pas la peine d'essayer, c'est hyper compliqué, c'est pas la peine d'essayer de comprendre ce que c'est. Voyez ça comme des tiroirs. Il a une symétrie mathématique qui a des tiroirs de cette forme-là, avec sur les axes ces caractéristiques, ces nombres quantiques. Et miracle, toutes les particules qu'on a identifiées jusqu'à maintenant rentrent là-dedans, chacune à leur place. Il dit, hey, yeah, j'ai compris un truc là. Sauf que les physiciens, eux, lui disent, tes maths pures là, ça sort d'où? Alors il leur fait le même coup que Mendeleïev. Il leur dit, ah ouais, mais là, moi, j'ai pas de particules. J'ai une case vide dans ce tiroir. Cherchez, on verra bien. Et de fait, ça prend 2 ans, mais on identifie le mégamois. Exactement, avec les bons nombres quantiques, la bonne masse, tout ce qu'on a tout. Donc là, ça emporte le morceau. On se dit, ok, il y a des symétries super constitutives et super fondamentales pour notre description des particules. Et c'est exactement comme avec Mendeleïev, le fait de pouvoir classer les atomes dans ce tableau, ça nous donne une information sur les constituants élémentaires des atomes. On s'est aperçu que le fait de pouvoir ranger toutes ces particules dans ces tiroirs un peu bizarres mathématiques, ça nous donne une information sur les particules constitutives. Il n'y en a pas une de celles-là qui soit élémentaire. Elles sont constituées de quoi? C'est exactement la même chose. Mendeleïev, ça nous donne une idée de la structure profonde de l'atome. Gell-Mann, ça nous donne une idée de la structure profonde des protons, des neutrons et de toutes les autres. Elles sont toutes constituées de quarks multiples. Donc les symétries, on a commencé à les donner très proches. Alors, après des dizaines d'années d'aller-retour entre les observations expérimentales et la théorie, vous avez déjà vu ce schéma, donc on commence à comprendre à peu près
quelles sont nos particules. Alors, Jean-Pierre a raison, hein, pour l'instant élémentaire, mais c'est là qu'on en est. Et donc, on a besoin effectivement que d'un tout petit nombre de briques élémentaires. C'est 12 particules de matière, alors il y a leurs antiparticules, et comme on sait qu'elles ont une toute une constante que sur les particules de matière. Elles sont placées en 3 familles. Alors, chaque famille a 5 colonnes. Dans chaque famille, il y a 2 quarks, un neutrino et un lepton que vous avez déjà vu tout à l'heure. Ça, c'est une partie de mon modèle standard. L'autre partie de mon modèle standard, vous l'avez vu, c'est bien gentil de décrire les particules, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment elles interagissent entre elles. Alors, les interactions entre particules, c'est par échange d'un messager, qui est le boson médiateur, le boson vecteur. Ce qu'on peut voir, c'est un peu comme si vous imaginez 2 personnages dans des bacs qui s'échangent un ballon. Ils vont se rapprocher ou s'éloigner, en l'occurrence s'éloigner. Et donc, vous pouvez voir le ballon comme le boson médiateur de la force qui éloigne Joe et John. Nous, on ne sait pas dessiner, les physiciens, comme vous avez un peu tout le temps, donc nous, ça donne ça, hein, le graphe de Feynman, mais c'est la même chose. On a 4 interactions, on les a déjà vues. Il y a l'électromagnétisme, c'est tous les phénomènes électriques et magnétiques. Vous voyez, on a déjà une unification. Électromagnétisme, c'est tous les phénomènes électriques et magnétiques. Avec une onde électromagnétique qui est le photon, qui est donc porté par ce boson. Le photon, c'est ce messager. Il est de bascule. Les particules concernées sont toutes celles qui ont une charge électrique. Et ça, alors pour le coup, là, l'électromagnétisme, c'est pas étonnant que ce soit l'interaction qu'on ait découvert en premier, parce que c'est responsable d'à peu près tout et n'importe quoi. Sauf l'idée. La deuxième interaction, c'est l'interaction faible. Alors, c'est ce que Jean-Pierre disait, hein, c'est responsable de la désintégration des cas, de la radioactivité. C'est donc source de l'énergie solaire et donc de l'énergie tout court, puisque photosynthèse est pointue. Les messagers, c'est encore 3 bosons vecteurs, W+, W- et Z0. Et les particules concernées, c'est quark électron, tous les phasons. Et puis enfin, il y a l'interaction, alors pas et puis enfin, parce que j'en ai fait combien. Il y a l'interaction forte, donc c'est ce qu'on disait, c'est les gluons, il y en a 8, qui collent la matière nucléaire entre elles, donc protons et neutrons, et tous les quarks à l'intérieur des nucléaires. Et c'est tant mieux si c'est comme ça, parce que c'est pour ça qu'on est là. Les particules concernées, c'est toutes les... Alors, tout à l'heure, on parlait de la charge électrique. Il y a aussi une charge qui correspond à ça, qui est la charge de couleur. Donc, tout ce qui est coloré, comme particule, c'est quark et gluon. Et alors, on en parlait un petit peu, l'interaction gravitationnelle. Il y aurait peut-être un graviton qui serait le boson médiateur, qui serait le boson messager. Le problème, c'est que c'est vachement difficile à étudier, parce que nos particules, par exemple le proton, il a une masse de 1 GeV. Alors, vous avez déjà vu le giga électronvolt. Le problème, c'est qu'un GeV, c'est 1,8 10 moins 27 kg. Autrement dit, la force gravitationnelle sur mes particules est totalement négligeable par rapport à toutes les autres à étudier sur le plan de chemin. C'est des efforts. On est en train de ralentir très fort les particules pour essayer de voir comment elles tombent. Donc en résumé, j'ai les particules. Alors les fermions ici, les particules de matière, et puis les bosons ici, qui sont parfaitement équivalentes. Je vous la mets, parce que moi je la trouve très belle, tout le monde la trouve très incompréhensible. Mais au bout de quelques années d'études, je vous jure, on y arrive. C'est exactement équivalent à ça. C'est-à-dire, ça, c'est une grosse équation qui est équivalente à ça et leurs interactions. D'accord? Cette grosse équation, évidemment, elle répond à toutes les symétries. Il y a une faute? Non, pas dans celui-là. Je l'ai déjà fait. Cette équation-là, ces 2 équations-là, elles répondent à toutes les symétries qu'on a identifiées comme fondamentales. On est très content de nous, ça c'est l'état de l'art avant 1964. Ce qui est hyper important, alors donc ça c'est le modèle mathématique, il est équivalent à ça et à ça, hein, parce qu'il y a des interactions ici, des particules de matière là. Ce qui est hyper important, c'est ce que je disais au début, ça c'est validé par l'expérience. Et c'est pas validé une fois par l'expérience, et c'est pas validé un peu par l'expérience. L'accord entre les prédictions théoriques de ce truc et les observations expérimentales, c'est parfois à 10 chiffres après la virgule, voire, je ne sais plus, 20 chiffres pour le là-dessus. Donc, le pouvoir prédictif de ce modèle mathématique-là est colossal. Je vous dis, on en est super content. Et pas sur insalvable, sur plein. Et juste un léger petit défaut, tout léger, c'est qu'à dire, dans ce modèle, les bosons Z et W n'ont pas de masse. Pas de chance, on les mesure en laboratoire, et alors là, dans le genre des accords, c'est colossal, ils sont hyper massifs. Et j'arrive pas à mettre des masses à mes bosons là-dedans, sans flanquer en l'air toutes les symétries.
Sauf que moi, j'espère que je vous ai convaincu, les symétries, on y tient. Elles sont vraiment constitutives du modèle. Alors là, on a un espèce de gros bug. Il se trouve qu'il y a tout un tas de théoriciens qui réfléchissaient au truc. Alors en particulier, je ne sais plus qui me posait la question tout à l'heure, sur les phonons. Ça, c'était à cette époque-là. Donc on commençait à se dire, si je brise une symétrie, je vais vous expliquer rapidement, mais si je brise une symétrie, je fais apparaître des bosons massifs. Donc j'ai peut-être un moyen, tortillons un peu ma théorie, de donner une masse à ces bosons. Le problème, c'est ce qu'on a appelé le problème de brisure de symétrie. Je vais vous expliquer rapidement comment on peut briser une symétrie sans briser... comment je vais vous dire ça? Je vais vous donner un exemple de comment on peut faire en sorte que les états physiques que je regarde ne respectent pas la symétrie, alors que mon modèle, mon équation, continue à la respecter. Si vous prenez... Je pense que ça ne va pas marcher, je ne vais pas le faire en plus avec même d'autres. Si jamais j'appuie de façon parfaitement symétrique en haut et en bas de cette bouteille, d'accord? Mon système là il est symétrique, je mets une force comme ça ici, une force comme ça ici, mon système plus la force qui s'applique dessus c'est symétrique. Si j'appuie comme une brute, ma bouteille va se tordre. Néanmoins, les équations qui décriront mon système seront toujours les mêmes et seront toujours symétriques. Mais mon système aura choisi un état fondamental qui n'est pas symétrique. Quand si je la elle est plus symétrique. Par contre, tant que je continue à appuyer avant que ça fléchisse, ça reste symétrique. C'est ce qu'on appelle une brisure. Bon, ça ne m'a pas l'air spontané, j'ai appuyé dessus, mais dans le modèle, ça l'est. C'est ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Ça veut dire mes équations restent symétriques, mais l'état physique qui est décrit, lui, ne l'est plus. C'est super important parce que ça veut dire que je vais pouvoir donner d'une façon ou d'une autre des masses à mes bosons, tout en faisant en sorte que j'ai respecté les symétries que je voulais garder à tout prix, mes sacro-saintes symétries dans mon modèle. Alors ça a pris du temps. C'est donc le fameux... Alors je vous les présente. En 1964, il y a deux papiers qui sont sortis en même temps. Un papier qui a été écrit par messieurs Englert et monsieur Groth. Alors monsieur Englert qui est ici attaché au rayon, monsieur Groth qui est décédé, je connais des photos. Et puis, quasi en même temps, monsieur Piteritz, qui est là, tous les deux, tous les trois, du coup, sortent des papiers qui voilà. Alors, du coup, je vais écrire mon titre en marquant. Tous les trois sortent deux papiers quasiment simultanément qui expliquent comment, dans la théorie, je peux me débrouiller pour garder mes symétries tout en faisant en sorte que mes états physiques ne soient plus symétriques. Et donc, je peux donner des masses à qui je veux. Alors, une autre façon de le voir, on dit toujours le château mexicain de Higgs, que je sache, Higgs n'a pas de château mexicain, mais bon, vous voyez bien que cette figure-là, bon alors évidemment on l'a ouverte pour nous comprendre, cette figure-là de château mexicain c'est parfaitement symétrique, tant que mon état fondamental est là, c'est parfaitement symétrique, sauf que, hop, il peut très bien tomber, parce que là c'est quand même plus stable, en dessous. À ce moment-là, ça n'est plus symétrique, il aurait pu être là, mais là. Le mécanisme de Higgs, c'est ça. C'est comment garder les symétries dans mon modèle tout en les faisant passer les softs. Alors, ça a mis énormément de temps à tortiller le modèle pour pouvoir en arriver là. Ça nécessite l'introduction dans ma grosse équation, que moi je trouve belle et que tout le monde trouve moche, d'un nouveau champ, comme le champ électromagnétique, sauf que c'est le champ de Higgs, et d'un nouveau boson, le boson de Higgs. Et puis sinon, ça tortille mon modèle de telle sorte que, alors pour le coup, les résultats expérimentaux, tout y est, y compris les masses de mes particules. Super. Juste que pour confirmer que c'est bien ça qui se passe, il faut que je trouve le fichu boson, et ça nous a pris un paquet de temps. Rien de dire. Alors accessoirement, il faut que je vous dise quand même un truc. Ces deux messieurs, ils ont donc inventé quelque chose de théorique, le boson de Higgs, pure spéculation théorique, pour sauver le modèle, d'accord? Et ces deux messieurs, de leur vivant, ils ont vu qu'ils avaient raison. Et que la particule, elle existait, elle fait partie de l'univers, elle est dedans. Je peux vous dire qu'ils étaient... Là, c'est le jour du 4 juillet, quand on a fait l'année dernière, 2012, quand on a fait l'annonce qu'on avait découvert le boson de Higgs. Ils étaient émus aux larmes. J'ai eu très très peur qu'ils fassent mal. Mais ils sont ravis. Alors, juste pour vous foutre la couille, ça va pas être un grand coup. C'est une erreur. Là, c'est une fois que j'ai rajouté le boson et le champ de Higgs. L'équation, elle est un petit peu plus compliquée, mais parce qu'il sortit que ça. Et là, juste pour vous donner une idée,
Vous savez ce que c'est qu'un écart standard? Bon, hein, c'est quand je mesure quelque chose, ça vaut x plus ou moins sigma, ou plus ou moins delta x. Ce delta x, c'est un écart standard. Et donc, si là, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la prédiction théorique sur tout un tas de choses qu'on peut mesurer avec la mesure. Et on voit à combien d'écarts standards, donc combien de delta x on a. Et là, c'est 1. Et donc, à part celle-là qui nous gonfle depuis des années, le modèle standard est quand même super bien prédictif. Ici, il n'y a pas encore de vite, c'était avant. Donc, il continue à être solide et il est encore mieux qu'avant. Donc, la seule façon... Ah oui, alors, du coup, je rajoute un truc, un ingrédient dans l'histoire de l'univers, mais je vais me contenter des 10-12 premières secondes après j'arrête. Donc, on a dit Big Bang, qui me fait Big Bang. Un petit peu avant 10-12, on a dit l'univers est encore très chaud, il se refroidit. Toutes les interactions sont unifiées, Jean-Pierre l'a bien expliqué, les bosons sont sans masse. Et puis, à 10-12 à peu près, c'est un peu comme la condensation. Il se refroidit, mon univers, donc ça se condense, donc il y a une certaine tension qui s'installe dans le vide, et les particules commencent à être freinées par cette tension. Et en fonction de la caractéristique de la particule, elles sont plus ou moins freinées. Quand les gens me demandent d'expliquer un peu comment les particules acquièrent une masse dans le champ de Higgs, je leur dis toujours, imaginez de la mélasse. Imaginons que vous n'avez pas de masse, vous devez traverser de la mélasse, ça vous freine. Bon, ben voilà, c'est un peu ça qu'on peut voir, l'interaction dans un champ d'une particule qui acquiert une masse parce qu'elle essaye de se déplacer dans le champ avec lequel elle interagit. Ce serait ça qui serait passe. Alors, bien, on est super content de notre modèle, en 64. Il n'y a plus qu'à chercher le boson de Higgs et comprendre pourquoi ça nous a pris un petit peu de temps. Alors, comment on cherche ou comment on étudie une particule élémentaire? La plupart des particules, quasi toutes, sauf fort heureusement celles qui nous constituent, sont instables. Ça veut dire que sitôt produites, elles se désintègrent. Donc pour les étudier, la première chose que je dois faire, c'est les produire. Comment je les produis? J'utilise l'équivalence énergie-masse super connue d'Einstein, E égale mc2. Ça veut dire la masse de particules, c'est l'énergie, et vice-versa. Pour que j'ai toutes les chances de mon côté d'avoir un maximum d'énergie, en plus je les accélère, c'est le sens du petit gamma que vous voyez là, peu importe mathématiquement, ça veut dire qu'elles ont de l'énergie de masse plus de l'énergie cinétique. Donc je me débrouille pour avoir vraiment beaucoup d'énergie. Je les collisionne. Ce qui est magique dans les collisions, enfin magique, c'est rien de magique, c'est ma grosse équation là, que vous trouviez horrible. Ce qui est bien dans les collisions de particules, c'est que, avec une, alors c'est un peu naïvement représenté avec mes fraises là, avec une collision toujours de fraises, j'obtiens des bananes, des aubergines, des ananas, c'est tout n'importe quoi. Donc pour pouvoir créer des particules instables, que je n'ai pas nativement dans l'univers, ce que je fais, c'est que je collisionne. On va faire ça avec des protons, on peut faire ça avec plein de choses. De cette collision, on va créer, c'est exactement le E égale mc2 à l'envers. J'ai créé de l'énergie, E, du coup j'ai plein de mc2 qui sont créés. Je vais pouvoir étudier toutes les particules qui sont créées. Et ce qui est super avec ma grosse équation, que vous avez tort, j'ai trouvé moche, c'est qu'elle me permet de calculer tout ce qui va être produit et dans quelle proportion. Ah, très bien. Comment je fais pour lui? Alors donc, le problème c'est qu'évidemment, comme le disait ce monsieur avant tout le monde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si je veux créer une particule qui a une certaine masse, il faut que j'ai l'énergie correspondante. Dans ma vie. Ok, très bien. Et il se trouve que mon modèle super génial, que je trouve toujours aussi beau, il dit tout sauf la masse du boson. Inconnu totalement. Donc je ne sais pas quelle énergie je dois mettre dans mes accélérateurs pour le produire. Donc j'essaye. Et si je trouve rien, je dis très bien, j'ai pas assez d'énergie, je vais devoir construire un accélérateur plus puissant, avec plus d'énergie, pour chercher la plus haute masse. Ok, super, on met des limites. Alors en 2009, quand on a démarré le LHC, on avait une limite. Vous voyez, c'est 114 GeV. Je vous rappelle que le proton, c'est 1 GeV. On est quand même en train de ratisser très très haut là déjà en énergie. Et puis il y avait une petite bande qui était une petite bande de masse qui était exclue. On savait qu'on avait besoin d'aller chercher là par un accélérateur, un collisionneur qui était aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ma masse elle est supérieure à 114 GeV. Je vais devoir construire un accélérateur qui va me permettre de fournir beaucoup d'énergie. Bien. Alors, à peine plus compliqué, même si ça peut faire peur. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que me permet de faire ma grosse équation. C'est calculer donc en quelle proportion, s'il y a un boson de Higgs à telle masse, en quelle proportion il va être créé. Ne vous prenez pas la tête avec les unités, sachez simplement que au LHC, donc ça c'est 3 énergies
rendu disponible par le LHC. Ça, c'est la probabilité de créer tout et n'importe quoi. Ça, c'est la probabilité de créer un boson de Higgs. Vous voyez peut-être pas bien, mais là, il y a un facteur 10 milliards. Ça veut dire que si le boson de Higgs existe, à une masse, en l'occurrence, ça tombe bien, c'est parce que la sienne est là, j'ai donc une chance sur 10 milliards de le produire. Comme je ne vais pas attendre 150 milliards d'années pour pouvoir étudier le fichu boson de Higgs, eh ben, j'ai intérêt à produire le plus de collisions possible pour pouvoir en accumuler quelques-uns. Ce qu'on étudie là, c'est des événements très rares. Donc, cahier des charges, pour chasser le boson de Higgs, c'est pour ça que ça nous a pris du temps, on a besoin d'énormément d'énergie et d'énormément ce qu'on appelle de la luminosité, peu importe, ça veut juste dire beaucoup de collisions de particules pour avoir une chance de voir mon œuvre. C'est le principe de Sherlock, brouillé, de rater plein de fois pour faire réussir. Alors, l'outil qu'on a construit pour ça, c'est donc le LHC. On va avancer un peu. Mais je vais vous parler un petit choulet du CERN parce que c'est un lieu génial. Donc le LHC, il est au CERN. Alors, ouais. Là, en plus, vous avez visité CNS, donc c'est parfait. Là, c'est les Alpes, vous voyez le lac Léman. Il y a Genève sous la flèche là-bas. Les labos, les bureaux, tout ça du CERN sont quelque part par ici. Et là, vous voyez matérialisé, évidemment c'est dessiné partout, on voit pas, l'anneau de collision du LHC. Donc c'est au CERN. Le CERN, c'est le Centre européen pour la recherche nucléaire. Il a été créé en 1952, si je ne me trompe pas. Ses missions, c'était la recherche fondamentale pour comprendre l'univers, et donc de fabriquer toutes les technologies les plus en pointe au service de la science, et de favoriser la collaboration entre les nations autour de la science. Pour ça, les outils, c'est les accélérateurs, donc les collisionneurs, et les détecteurs, parce qu'évidemment, une fois que j'ai produit mes particules, c'est bien sympa, mais il faut bien regarder. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'un laboratoire comme ça, comme le CERN, on appelle ça une facility, et c'est vachement facile à comprendre, ça facilite la vie des chercheurs. C'est un laboratoire d'accueil, ça nous fournit l'expertise, ça nous fournit des outils, toute la logistique, des lieux de rencontre. C'est un lieu complètement génial. Et mine de rien, ça concerne plein de gens. Alors le CERN, c'est 20 États membres. Les États membres, en gros, c'est ceux qui votent sur les grandes décisions et qui contribuent au budget. C'est les États en bleu. On voit bien qu'essentiellement c'est l'Europe parce que c'était eux qui étaient initiateurs du projet en 1952. Il y a les États observateurs, c'est les États qui sont en vert, qui assistent aux réunions. Et puis il y a des États non membres mais qui participent aux expériences. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait en gros 10 000 scientifiques. Et 10 000 scientifiques, c'est la moitié des physiciens des particules au monde. Accessoirement, vous verrez que je fais un métier vachement fréquent, n'est-ce pas? On est 20 000 sur la planète. Bravo. Toujours est-il qu'il y en a la moitié qui participent au CERN. Et ce que ça veut dire, ça, la moitié de gens qui viennent de partout, c'est 608 universités et 113 nationalités. C'est un lieu génialissime. On rencontre des gens qui viennent de tous les horizons, qui parlent toutes les langues, qui ont des centres d'intérêt complètement divers, des domaines d'expertise complètement divers, des formations diverses. Néanmoins, on est tous animés par la même chose et le même enthousiasme. On a envie de faire progresser la connaissance. Et donc, tous ces gens-là bossent ensemble en bonne intelligence. C'est un lieu fabuleux. J'adore ça. Alors, on va rentrer dans le... Parce que vous, vos particules, elles sont accélérées par les gamma rays, machin, tous les phénomènes cosmologiques, c'est bien sympa, moi il faut le faire. Donc, comment je fais? Vous avez peut-être des souvenirs d'école que, en gros, une particule chargée, quand je la soumets à un champ électrique, elle va dans le sens du champ. C'est cette partie-là que je vais utiliser pour accélérer les particules. Et puis, dans un champ magnétique, une particule chargée, ça tourne. Et c'est cette partie-là dont je vais me servir pour faire tourner les particules dans le tunnel. D'accord? Alors, pourquoi Large Hadron Collider? D'abord, collisionneur. Alors, collisionneur, intuitivement, peut-être que vous le comprendrez, j'ai vachement plus d'énergie si je prends plein d'énergie dans un faisceau contre plein d'énergie dans un faisceau que quand je prends un faisceau, même très énergétique, contre une cible fixe. Donc, c'est plus favorable. Un de mes buts, je vous rappelle, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. C'est plus favorable d'avoir un collisionneur. Ensuite, quelle forme je vais lui donner mon collisionneur? Il y a des collisionneurs linéaires, hein, avec deux faisceaux comme ça parfaitement tout droit qui se cognent. Moi, je vais lui donner une forme circulaire. Pourquoi? Parce que mes particules, je vous ai dit, elles sont accélérées par des champs électriques. Il faut que je les accélère beaucoup pour avoir beaucoup d'énergie. Donc c'est évidemment plus favorable pour moi si je les fais passer plusieurs fois de suite dans les mêmes cavités accélératrices.
Sinon, je vais devoir construire une foultitude de cavités accélératrices sur les kilomètres et les kilomètres. Donc, circulaire. Donc, c'est un collisionneur, c'est le C de LHC, c'est le collisionneur. Pourquoi grand? Bon, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai besoin, l'énergie que je vais communiquer aux particules, elle est limitée par le champ magnétique qui sert à les courber, d'accord, et par le rayon de courbure. J'ai besoin du rayon de courbure le plus grand possible. Alors là, il se trouve qu'on en gros, on n'avait pas de place. Il y a l'Afflimont d'un côté, le Jura de l'autre. On a fait le plus grand possible, ça fait 27 km de circonférence, c'est déjà pas mal, 27 km. C'est le large de LHC. Et puis pourquoi Hadron? Pour plein de raisons. Alors, je ne sais pas si vous savez, une particule chargée dans un champ magnétique, quand on la fait courber, elle rayonne. C'est le rayonnement synchrotron. Je pense qu'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler de rayonnement synchrotron. Mais elle rayonne, ça veut dire qu'elle perd de l'énergie. Et ça, c'est pas rigolo. Il se trouve que ça, c'est en, je veux dire, 1 sur sa masse puissance 4. Donc, plus elle est lourde, moins elle va perdre de l'énergie. Donc là, c'est en gros pour ça qu'on a fait ça. Donc, au LEP, ce qu'on accélérait, c'était des électrons. Et à la fin, tout ce qu'on mettait comme accélération sur les électrons était perdu en rayonnement synchrotron. Le plus monter en énergie, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on leur communiquait comme énergie était perdu en rayonnement. Donc on passe au hadron, et en l'occurrence avec les protons. Donc un avantage, c'est ça, c'est qu'ils rayonnent beaucoup moins, donc j'ai moins de déperdition d'énergie en les faisant tourner. Le deuxième avantage, c'est comme vous l'a dit Jean-Pierre, les protons, puis comme je le rappelais tout à l'heure, les protons c'est composite, c'est composé de quarks, mais pas que. Il y a les gluons, il y a des paires de quarks virtuels, enfin il y a plein de bagarres là-dedans. Ça veut dire que dans ma collision, ce qui va collisionner en vrai, c'est pas un bloc contre un bloc, c'est un élément de ça contre un élément de ça. Moi, je vais donner de l'énergie à ce proton, tout entier. Et donc, n'importe quelle partie de ce proton va emporter une fraction de l'énergie du proton. D'accord? Pareil en face. Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir accès à plein d'énergies différentes de collision. Parce que je vais avoir, pour chaque collision, je vais avoir une partie de celui-là contre une partie de celui-là. Donc ça me permet aussi de balayer tout un range en collision, en énergie de collision, sans avoir à changer mes faisceaux. Ça, c'est très pratique par rapport aux particules ponctuelles comme les électrons. Et donc, c'est le H de LHC. Alors, donc, bon, regardez juste la photo. Ça, c'est une cavité accélératrice. Si je peux vous raconter comment ça marche, c'est bête, c'est du surf. En gros, les particules qui sont à la bourre, donc j'ai un paquet de particules, c'est des protons. Les particules qui sont en retard, elles vont descendre à vague. Les particules qui sont en avance, elles vont être rattrapées. Ça, c'est un champ négatif. Et alors, ça me dit une chose, ça, c'est que non seulement, du coup, je vais les attraper, c'est vraiment du surf, je les attrape à la pôle, vous voyez une section. Ok. Le plus gros du boulot là-dedans, c'est les dipôles, parce que c'est eux qui font tourner la trajectoire. Il y en a 1232. C'était le plus gros du boulot. Ils font chacun 14 mètres et 35 tonnes. Vous voyez ici dans leur cryostat, c'est leur boîte à 3 roues. D'accord? Ils équipent, mine de rien, 18 km sur les 27. Ça, c'était... Et alors, attention, on a envie de faire des grands champs magnétiques. Donc, on utilise du supraconducteur, on utilise du niobium de titane à 1,9 K. Ce qui nous permet de raconter partout que c'est l'endroit le plus froid de l'univers, puisque, comme vous l'a dit Jean-Pierre, le fond diffus cosmologique est à 2,7. Yeah, on est en dessous. Il y a un autre truc marrant, ce supra, il est bobiné. Il y a 7600 km de câbles dans tout le LHC, dans les dipôles du LHC, qui sont chacun constitués de 36 brins torsadés, qui sont chacun constitués de 6400 filaments. Si je débobine tout ça en filaments, j'ai 5 allers-retours Terre-Soleil plus un aller sur la Lune. Ça fait beaucoup de câbles supra. Tout ça, je vous ai dit, c'est à 1,9 K, ça veut dire que mine de rien, le LHC, c'est le plus gros frigo du monde. Il y a 40 000 tonnes de matériel à cette température colossalement froide, et 1,9 Kelvin. C'est l'endroit le plus froid de l'univers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un des endroits les plus chauds, parce qu'au centre des collisions, à l'endroit des collisions, au point d'impact, il y a des températures plus de 100 000 fois supérieures à celles du centre du Soleil. Donc, je ne sais pas si vous imaginez technologiquement combien c'est compliqué d'avoir à la fois ces froids intenses et essayer que le détecteur n'explose pas autour des chemins. On y arrive. Alors, évidemment, je fais donc tourner mes protons par paquet sur mes 27 km. J'ai pas du tout envie qu'ils se tendent là où j'ai envie qu'ils se tamponnent, c'est-à-dire là où j'ai mis mon détecteur. Donc je fais le vide. On a un ultra vide
dans les tubes. 10-13 atmosphères, ça veut dire que c'est 10 fois moins que sur la Lune. Et c'est pas de la poudre, parce que mine de rien, c'est 10 fois moins que sur la Lune, c'est sur les 27 km de circonférence de LHC. C'est une toute bestiole. Les faisceaux, c'est 10 puissance 11 protons. Alors on fait une quantité 19, ça fait 100 milliards de protons par petit paquet. Des paquets, il y en a presque 3000, qui tournent chacun en sens inverse. Et alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est rare un événement de vie. Donc j'ai besoin d'avoir le plus de collisions possible. Et bien nous, c'est bien, on a décidé de faire une collision qui fait 25 nanosecondes, c'est-à-dire 25 milliardièmes de seconde. Mes petits paquets de protons, ils font 11 200 tours par seconde. Donc en gros, ils vont à la vitesse de la lumière. Alors, c'est pas exactement la vitesse de la lumière, mais à chaque fois, j'ai la flemme de lire les notes. Alors, je vous le dis, 99,9999991% de la vitesse de la lumière. On va dire qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, le LHC, le CERN, je vous ai dit, il existe depuis 1952. Des accélérateurs, il en fabrique depuis ses débuts. Et le LHC, c'est juste le dernier étage de la fusée. Les protons sont produits avant le LINAC. La source, elle doit être là. Ensuite, on l'envoie dans le... Alors, on va aller directement au PS. Le PS, il est petit, il fait 628 mètres de circonférence. Il amène les protons à 99,9% de la vitesse de la lumière. Il envoie tout ça dans le SPS, c'est cet accélérateur-là. D'accord? Donc, c'est des protons. Ce coup-ci, ils sont à grande énergie. Et puis, dans le SPS, on a deux injections, parce qu'on va avoir nos deux faisceaux qui vont tourner en sens inverse pour pouvoir se collisionner de temps en temps. Et donc, il y a deux points d'injection, un près d'Alice et l'autre là. D'accord? Et c'est le LHC qui fait l'accélération finale. Ça lui prend à peu près 20 minutes de monter aux énergies colossales dont on a besoin. Et puis ensuite, on fait se tamponner les faisceaux en 4 points. Alors, c'est 100 mètres sous terre, tout ça. Les 4 points de collision, vous les voyez là, c'est là qu'on a installé les détecteurs. Les deux gros qui servent à faire la physique la plus généraliste, c'est CNS dont on parle Jean-Pierre et Atlas dont je vais parler parce que je fais partie de la collaboration Atlas, donc un peu biaisé. Tout ça, c'est 100 mètres sous terre, donc je ne sais pas si vous imaginez, mais les détecteurs dont je vais vous parler, on les a descendus dans les puits, et on discute un petit peu. Voilà. Alors, vous avez vu maintenant comment je crée des particules instables, je les crée par collision. Bien, maintenant, il faut que je les détecte. Une petite remarque au préalable qui, moi, me fait rigoler. Enfin, ça m'a toujours fasciné, en fait. Plus on veut voir petit, plus l'instrument nécessaire est grand. Si je veux voir, j'ai besoin de mon œil. Donc, pour le centimètre au mètre, j'ai besoin de mon œil. Maintenant, si je veux voir en dessous, j'ai besoin d'une loupe. C'est un instrument qui fait 10 cm, à peu près, c'est un peu plus grand que mon œil. Si je veux voir en dessous, j'ai besoin d'un microscope, puis d'un microscope électronique. Comme moi, je veux voir de l'infiniment petit, et ben j'ai besoin de machins énormes, Atlas, P, qui en fait 2. Et donc, c'est des instruments colossaux, extrêmement complexes. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que nos expériences, ça a des échelles de temps monstrueuses et ça implique beaucoup de gens. Chacune des deux expériences, Atlas et CNS, il y a eu à peu près 30 ans de R&D, de construction, de conception, des recherches et développement, de conception, de construction, avant que ça a démarré. Et il y aura 10 ans, 15 ans, ça dépend, 15 ans d'exploitation. Donc on a besoin de grosses collaborations, c'est ce que je vous disais, il y a 3000 physiciens à peu près par collaboration sur Atlas et CNS. Alors les 4 schématisés, les deux qui chassent le lead, c'est donc CNS et Atlas. Alors, une petite remarque là-dessus, mes particules, vous avez vu, elles se collisionnent comme ça, et elles sont créées sur 4 pi, tout l'espace, d'accord? Moi, je ne veux rien rater de ce qui se passe, donc je mets un détecteur, on dit le plus hermétique possible, ça veut dire qu'il entoure le plus possible le point de collision. Bien sûr, il y a les tuyaux à vide, donc il va y avoir des petites lignes inévitables, mais je me débrouille pour que ce soit le plus hermétique possible. Donc je vais vous raconter maintenant, vous allez voir, en fait, c'est simple. Comment on détecte? Alors, les principes de détection, là, vous voyez un détecteur sur la tranche, le faisceau, il arrive comme ça. D'accord? Donc là, c'est une part de gâteau du détecteur. Le faisceau arrive comme ça. Enfin, il y en a un qui arrive comme ça et l'autre, il arrive de derrière. Alors, on se débrouille pour ma grosse équation. Elle me donne aussi comment les particules vont interagir avec la matière.
Et chaque particule va interagir selon sa nature différemment avec l'électron. Et alors moi, je me débrouille pour positionner différents sous-détecteurs de façon rusée pour pouvoir reconnaître toutes les particules qui m'intéressent. Par exemple, ce détecteur-là, qui est le détecteur interne, il a la particularité de, exactement comme la chambre à brouillard, sauf que il est à la chambre à brouillard, parce que l'appareil photonumérique est à une montre argentique avant. C'est exactement l'analogie est presque parfaite. Ce détecteur-là, les particules qui ont une charge électrique vont laisser une trace dedans. Ce détecteur-là, c'est un calorimètre électromagnétique. Les photons et les électrons vont déposer toute leur énergie. Bien qu'avec ces deux-là, j'ai fait un pas énorme. Pourquoi? Un photon, ça n'a pas de charge, pas de trace. Par contre, c'est électromagnétique, ça va déposer toute son énergie. Un électron, ça a une charge, une trace, et c'est électromagnétique, ça va déposer son énergie. Donc, si je regarde, j'ai envie de faire marcher le hasard, exemple, électron. Électron, j'ai aucune autorité sur cet ordinateur. Ah, il est bon. Donc, c'est chargé, ça laisse une trace, et ça laisse toute son énergie là-dedans. Deux remarques sur ce truc. Ça laisse toute son énergie, ça veut dire que je peux mesurer son énergie. Hop, je la connais. Ça a laissé une trace, j'ai identifié, c'est un électron. Ah, attention, je l'ai identifié, j'ai mesuré son énergie. Et mieux que ça, comme je ne suis pas bête, j'ai mis un champ magnétique. Les particules chargées courent dans les champs magnétiques. Si elles courent dans un sens ou dans l'autre, je sais aussi si c'est chargé positivement et négativement. Je suis déjà, rien qu'avec ces deux détecteurs, je vous fais le photon, si ça devait fonctionner comme ça. Le photon, là on met des pointillés, mais en fait on ne voit rien, c'est juste pour que vous visualisez, et toute son énergie. Donc rien qu'avec ces deux sous-détecteurs, je sais déjà faire électron, positron, photon. Ensuite, je mets ici un calorimètre hadronique. Dans ce calorimètre hadronique, les particules lourdes vont déposer toute leur énergie. Un neutron, il est neutre, pas de trace, toute son énergie là-dedans. Un proton, il est chargé, une trace, toute son énergie là-dedans. Et encore une fois, je saurai aussi la charge. Donc rien, je rajoute cette couche-là et hop, j'ai identifié en plus les lourds chargés et les lourds neutres. Exemple, hadron neutre. Hop, 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 je le vois pas, il est neutre, et toute son énergie. Et puis hadron chargé. Je peux qu'on a passé. Il y a la courbure, j'ai la charge. Je sais que c'est un hadron parce qu'il a été jusqu'au calorimètre hadronique. Et j'ai mesuré son énergie. La dernière couche, là, c'est le détecteur à muon, parce que le muon il interagit très peu, donc lui il a la possibilité de traverser tout le détecteur. Donc n'importe quoi qui arrivera jusqu'à là-bas, c'est forcément un muon. Tout le reste sera arrêté avant. J'ai tout bien fait comme il faut pour le faire. Donc un muon, hop. Il est chargé, il laisse une trace, j'ai sa charge, parce que j'ai la façon anticourbe. Et hop, il va laisser des traces partout, dans toutes les chambres, jusqu'au bout. C'est un muon. Donc vous voyez comment, en utilisant différents matériaux, différentes électroniques, différents tout ce que vous voulez, et la façon dont les particules interagissent avec la matière, et en les disposant de façon rusée, je peux identifier les particules, mesurer les particules. Génial. Donc, ouais. Le muon, là, la courbe s'inverse. Alors c'est parce que, bonne question, il y a un champ magnétique. Ici, il y a un solénoïde superconducteur, d'accord? Donc lui, il fait un champ comme ça, à l'intérieur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et ensuite, c'est un CMS, ça c'est une tranche de CMS, c'est le retour de champ, ça, d'accord? Donc en fait, celui-là, il me fait un champ magnétique dans un sens ici et dans l'autre sens de l'autre côté. Donc là, c'est encore plus compliqué, le champ n'a même pas la même géométrie pour les chambres à mu et pour... c'est un champ voilà. Ça, c'est la classe. Alors, avec des particules qui ont interagi dedans, on a reconstruit un événement. Donc, la classe, c'est le géant. Il fait 44 mètres de long, 22 mètres de diamètre et 7000 tonnes. Et mine de rien, avec ces 7000 tonnes, il est très léger parce que CMS, qui est 2 fois plus petit, pèse 12 500 tonnes. Le C de CMS, c'est compact. Je comprends pourquoi. Alors, ça comporte exactement tout ce que je vous ai décrit à un petit
détail près, c'est ce que je disais là maintenant. Ça, c'est des bobines de supraconducteurs pour faire un champ magnétique qui, lui, dans la classe, il est comme ça. Il tourne autour de la classe. C'est pas la même chose en CMS où c'est un champ. Mais c'est les mêmes ingrédients. Alors voilà un peu la construction d'Atlas. Donc Atlas est tellement grand, on l'a construit comme un Lego géant en descendant chaque bout au bout de 100 mètres de câble. Donc là c'est la première bobine que vous voyez qu'on est en train de descendre. Une fois qu'on a installé les 8 bobines, ça donne ça. Pour vous donner une idée de l'échelle, il y a un monsieur ici. Au fond, vous voyez la calorimétrie dont je viens de vous parler, qui n'est pas encore en place. Ça c'est un bout de calorimètre, c'est très lourd. Et ça, c'est là où on reconstruit les traces des particules. C'est très précis. Il y a un peu de tout dans le détecteur. Qui a fabriqué ça? On est 3000. Non, mais fabriqué. Il y a de l'industriel. Industriellement. Ouais. Pour partie. 40 000 tonnes de matériaux. Non, 40 000, c'est tout le LHC. Oui, c'est Oui. tout ça. Alors, L'industrie européenne. R&D, c'est les trois quarts du... Enfin, c'est tout dans les labos. Le CEA, le CNRS, tout, il y a le monde entier en tout temps. Ensuite, une fois qu'on avait les spécifs, on a fait faire... Ça dépend de quoi, de ce dont on a besoin. Hein. Mais par exemple, les 8 bobines, c'est nous. En l'occurrence, c'est ceux-là, parce qu'on est des spécialistes de la cryo et qu'il en fallait que... C'est pas n'importe quel cryogénie, et il en fallait 8 seulement. Par contre, ce qu'il y a là-dedans, c'est, je sais plus combien je dirais les bêtises, des tôles. C'est du plomb ou du cuivre ondulé, et ça, on l'a fait fabriquer industriellement. Par contre, c'est nous qui l'avons câblé et empilé en salle blanche. Des Suisses. Pas tout. Pas Non, pas tout. En fait, c'est tellement colossal comme commande qu'il y a des trucs qui ont été... Pour les chambres à muons, par exemple, alors les chambres à muons, c'est des détecteurs qui s'enquillent entre les bobines, là. C'est pareil, il y en a des mètres, je sais plus combien de mètres carrés, j'ai oublié, c'est pas drôle. Ça, on les a fait faire par l'industrie, et ça se répartit dans 3 boîtes, je crois. Pareil, les dipots du LHC, il y a 3 boîtes qui les ont fabriqués. Donc tous ces trucs-là, ils sont développés en labo, construits en industrie, et câblés, testés, et puis soudés, et puis même empilés. Le canon, on l'a fabriqué au labo. Et de la R&D jusqu'à l'assemblage, combien d'années? 30. Non, j'exagère pas, c'est 84 le projet. Alors ça a l'air vachement compliqué, mais ça marche. J'aime bien montrer cette photo. C'est des physiciens très sérieux d'habitude, je vous jure. Mais quand on a attendu 30 ans et qu'on a des collisions, eh ben ça nous rend un peu joyeux. Bon. Donc on a vu des choses dans les détecteurs. Ça c'est très émouvant pour les physiciens. Ça ne va pas vous paraître émouvant, c'est les premiers faisceaux du LHC. C'est beau. Alors ça, le 20 novembre 2009, on a fait circuler un faisceau. Après, on en a fait circuler un deuxième, d'accord. Capture RF, ça veut dire on a pu les accélérer. Oui, après, mais c'est pas grave, maintenant on a et les 4 détecteurs, on a enregistré des événements, qui ne sont pas des événements de physique, parce qu'on faisait exprès de faire tamponner le faisceau un peu n'importe où, pour pouvoir arroser le plus possible de l'électronique du détecteur, voir si ça répondait. Objectif atteint, ça, croyez-moi sur parole, c'est la luminosité 5 et puis 25, donc presque 5 fois plus en 2012 qu'en 2011. C'est des quantités de données qui n'ont jamais été atteintes jusqu'à maintenant par personne. Les énergies colossales aussi. Là, vous voyez que l'énergie dans la collision en 2011, c'était 7 TeV, donc on est au téra électronvolts maintenant, et 8 TeV dans les collisions en 2012. C'était de fois 7, et on ne sera jamais de fois 7, on sera à 13. Non, il y a peu de chance. Donc en gros, depuis, on est... En même temps, on n'a pas besoin de trouver, non, je rigole. Depuis, on est monté en énergie et en luminosité, et en gros, on a accumulé à peu près 500 X par manip, 1 million de Z par manip, et par inverse Fontobin, alors multiplié par 30, et puis 10 millions de W, les autres bosons qui sont intéressants à étudier, par manip, donc x 30 aussi. Donc autrement dit, là c'est juste pour vous donner une petite idée du nombre colossal de données qu'on a étudiées. Donc ces données, alors vous avez suivi le truc, hein, je fais des collisions avec mon collisionneur, je mets un détecteur autour, je récupère tout un tas de données sous forme de réponses d'électronique, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose.
de ce nombre colossal de collisions enregistrées. Alors un petit peu de jargon, je suis physicienne, je jargonne. Ce qu'on appelle un événement, alors un événement qu'on a tous les jours, c'est un truc qui arrive. Nous c'est un peu plus précis que ça, c'est une collision de protons qui donne quelque chose dans les détecteurs. Alors quelque chose dans les détecteurs, vous l'avez vu quand je vous ai montré le principe, hein, ça veut dire ça s'allume quelque part. Évidemment, on a des événements intéressants, quand on cherche le Higgs, ça va être un événement qui va ressembler à un Higgs, et puis des événements qui sont moins intéressants. Concrètement, ce que c'est un événement, c'est des signaux que donnent les détecteurs et qu'on stocke informatiquement. Et ce qu'on appelle les données, parce que vous n'arrêtez pas de m'entendre dire, les données, c'est l'ensemble des événements qui sont enregistrés par le détecteur. Alors comment on les traite ces données? Il faut les traiter en données. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on faisait se collisionner les faisceaux une fois toutes les 25 milliardièmes de seconde, autrement dit on en a un paquet. Donc on demande à nos détecteurs de les numériser à toute allure et de faire des calculs hyper rapides pour dire cet événement-là il est intéressant ou cet événement-là n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que mine de rien, c'est 40 millions d'événements par seconde dans une manip LHC. Et ça, il n'y a rien au monde qui sait le stocker. Rien. Mais on peut mettre tous les ordinateurs de la planète, ça sert à rien. Donc, avec ces calculs ultra rapides, on tombe à 100 Hz, c'est-à-dire 100 événements à stocker par seconde, ce qui est déjà pas mal. C'est long. Et ça nécessite en gros 2000 PC qui travaillent en parallèle à tout le temps. Une fois qu'on a enregistré ces 100 événements par seconde, il faut évidemment les traiter. Alors, juste pour vous donner une idée de ce qu'on est en train de gérer là, informatiquement. 100 événements par seconde, sachant qu'un événement c'est en gros 1,5 MB, ça fait 10 millions de gigabytes par an à stocker et processer. Il y a un petit malin qui a fait le calcul, si je mets ça sur CD et que j'enlève les boîtes, parce que les boîtes sont boîtes, j'ai quand même une pile de 20 km de CD sans boîte. Ça fait beaucoup de données. Là, ça nécessite en gros 100 000 PC qui bossent 24 heures sur 24. Évidemment, aucun labo au monde n'a 100 000 PC, donc on a inventé un truc qui s'appelle la grille de calcul. Et la grille de calcul, c'est quoi? C'est tous les labos, enfin beaucoup de labos, qui s'organisent et qui gèrent les données. Ça veut dire que les données, on se les partage, on les traite, et surtout, informatiquement, c'est assez rigolo. Moi, par exemple, quand je décide d'analyser des données, il va y en avoir un bout à Boston, un bout à Tokyo, j'en sais rien. La grille de calcul a été conçue pour que mon programme il aille chercher des données d'organisation immédiatement. C'est la seule façon qu'on a de gérer ces quantités colossales de données informatiques. Bien, maintenant que je les ai sur l'ordinateur, je cherche une raison. Alors, ça a l'air compliqué, encore une fois, moi je ne peux pas montrer des belles galaxies, mais c'est pas compliqué. Une analyse de données sèche reconnaître un signal parmi le bruit. Qui a parlé des gens qui c'est celui qui a parlé de signal ici, ça, c'est... Non. Le signal, c'est ce qui m'intéresse. Mon signal peut très bien être le bruit de quelqu'un d'autre. Si je décide de chercher, par exemple, mon boson préféré pendant longtemps, ça a été le Z, il se trouve que le Z, c'est le bruit de fond des recherches de Higgs. C'est-à-dire que le Z va ressembler à un X sans en être un. Donc mon signal quand je cherche le Z va être le bruit de fond de quelqu'un d'autre. Donc il faut retenir que signal c'est ce qui m'intéresse, bruit de fond c'est tout le reste. Ensuite il faut que je choisisse ce que je vais chercher. Alors, remarque préliminaire super importante, vous avez bien compris qu'on ne voit pas le boson de Higgs, il se désintègre sitôt qu'il est créé. Ce qu'on voit c'est ses produits de désintégration. Et une particule instable, surtout aussi lourde que le Higgs, a plusieurs façons de se désintégrer. Dans certains cas, il va se désintégrer en émettant 2 photons. Dans certains cas, il va se désintégrer en émettant 2 bosons Z qui vont eux-mêmes se désintégrer, etc. Ce qu'il y a sur ce diagramme-là, c'est la probabilité que le Higgs d'une certaine masse se désintègre en quelque chose. Vous voyez là, le canal qui a le plus de probabilité, c'est le Higgs en 2W. Et vous voyez là, le canal qui m'intéresse le plus moi, c'est le Higgs en 2 photons. Alors vous allez me dire, vous êtes débile, pourquoi vous ne prenez pas le canal? Déjà qu'on cherche des événements rares, pourquoi vous n'allez pas choisir de chercher les machins qui sont les plus fréquents? Parce que ça me donne des trucs comme ça dans mon détecteur. Et il se trouve que le tout venant, c'est-à-dire 10 milliards de fois plus, me donne aussi ça dans mon détecteur. Je sais comment pour distinguer mon signal de mon bruit? Je le pense. En revanche, le Higgs en 2 photons me donne 2 jolis photons, et ça c'est facile à repérer, mon détecteur est
Donc, choisir le signal, c'est choisir un mode de détection de boson de vie. On va prendre le exemple de photon pour les bosons de la lumière. Maintenant, il faut que je sélectionne mon signal. C'est-à-dire que je le distingue du bruit de fond. Alors c'est facile, j'ai décidé de chercher 2 photons, je vais chercher 2 photons. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, les photons ils ne laissent pas de traces dans le détecteur de traces, ils mettent des dépôts dans le calorimètre électromagnétique. Là c'est un candidat de photons, c'est-à-dire vous voyez j'ai 2 beaux dépôts dans le calorimètre électromagnétique et il n'y a rien en face. Bien. Le petit problème, c'est que ce faisant, je vais évidemment sélectionner des trucs qui ressemblent à ça, mais qui n'en sont pas. Il y a 2 bruits de fond. Il y a les bruits de fond qu'on appelle irréductibles. Là, j'ai juste pas tout. Il y a des choses qui vont donner 2 photons. Dans ces cas-là, je ne peux pas faire autrement que de sélectionner ce truc-là. Je vais les avoir sur les bras jusqu'au bout. Ensuite, il y a des bruits de fond qui s'appellent des bruits de fond réductibles. C'est ceux que je vais pouvoir, avec ruse, jeter à la poubelle. Je vous donne un exemple. Il y a des particules qui s'appellent le pi0 qui se désintègrent en 2 photons. Je vais dire pas de chance. Je vais en récupérer avec des tas de photons dans mon détecteur. Et en plus de ça, quand il y a beaucoup d'énergie, les 2 photons du pi0 sont très collés et vont simuler, faire comme si j'avais un seul photon dans mon détecteur. Et ça, c'est pas un événement parce que le X ne désintègre pas en pi0. Alors moi, j'ai designé mon détecteur de telle sorte que je puisse les reconnaître. Vous voyez là, j'ai mis une couche dans mon détecteur électromagnétique, mon calorimètre électromagnétique, à granularité toute fine, ça veut dire très précis, qui va pouvoir distinguer les pi0 qui font 2 tas, des photons qui font un seul tas. Donc encore une fois, je design évidemment, et ça fait 30 ans, hein, donc on a intérêt à réfléchir un petit peu à l'avance à ce qu'on veut faire avec, on design des détecteurs en sachant quelle physique on veut faire avec, c'est-à-dire en sachant qu'on va leur demander comme puissance de, par exemple, de séparation de signal électrique. Une fois que j'ai tout ça, il faut choisir une observable. Alors choisir une observable, pourquoi? Je vous l'ai dit, le boson de Higgs, je ne le vois pas, moi je vois ce produit de désintégration. Par contre, je peux remonter à la masse de la particule qui s'est désintégrée en regardant les caractéristiques des particules, des produits de désintégration. Là, si je récupère mes 2 photons, en mesurant leur énergie, leur direction, je peux remonter à la masse du boson de Higgs. C'est ce qui est décidé, et j'en compte. Donc par exemple, je vais reconstruire 120, je mets un truc là. Ce qu'on appelle une distribution, c'est ça, hein, c'est juste du comptage. Je reconstruis 110, j'en ai un là, etc. Je remplis, et j'obtiens ça. Ça, c'est les premiers. C'est pas ce qu'on a construit en 2012, c'était avant, je crois que c'était en décembre 2011 ou un truc comme ça. Ce que vous voyez là, c'est le résultat de mon comptage, la masse invariante de mes 2 photons, ce que me dit la théorie que je devrais avoir en bruit de fond irréductible, la ligne rouge, et ce que me dit la théorie de ce que je devrais avoir en Higgs. Well. Quand on voit ça, je n'aurais pas mieux. Et donc, le truc, je vais vous faire remarquer 2 choses. C'est que sur chaque petit... C'est que déjà, les points, ils se baladent autour de ma ligne théorique. Et les points ont une barre d'erreur. Parce qu'encore une fois, je fais de la statistique, là, je compte, j'ai un résultat plus ou moins quelque chose. C'est la barre d'erreur. Vous voyez bien que si je veux voir si oui ou non, là, je me suis écartée de la ligne rouge, il faut que je réduise le plus possible les barres d'erreur qui sont là. Donc je vais avoir, encore une fois, c'est des événements rares, j'ai besoin d'accumuler le plus d'événements possible pour savoir si j'ai quelque chose ou pas. Et même, entre nous, ça, c'est vachement difficile à interpréter. Donc c'est là, derrière, qu'on a une armada d'outils mathématiques, statistiques, pour faire cracher quelque chose à ce genre de choses. Donc on a vraiment beaucoup d'outils statistiques. Enfin, alors vous avez de la chance, en ce moment, il y a quel jour? Ce termine aujourd'hui. Une des grandes conférences de physique. Et les derniers résultats de livres ont été annoncés mercredi dernier, donc du coup ils sont publics, mais je peux vous les montrer, ils sont tous frais, c'est les derniers. Donc ça par contre c'est les unes de journaux quand on a annoncé la découverte le 4 juillet. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les derniers. Alors, celui que j'avais là, maintenant c'est ça. Je crois le livre, oui. Vous voyez qu'on a réduit très fort les barres d'erreur sur chacun des points noirs. Vous voyez que ça colle parfaitement à ce qu'on attend dans le signal. Si je soustrais la partie bruit de fond attendu, j'ai ça. Enfin, là, même à l'œil, on y arrive, on n'a pas trop besoin de sortir d'un mandat statistique, mais quand même. Donc ça, c'est
en photon-photon. Je vous l'ai dit, le Higgs, il a d'autres façons de se désintégrer, par exemple en 2Z. C'est beaucoup plus rare et beaucoup plus dur. Et donc là, vous voyez, c'est plus compliqué. Le signal de Higgs, c'est le machin bleu. Le bruit de fond, c'est le machin rouge et violet. D'accord? Donc là, oui, on voit quelque chose. Il va falloir quand même faire un petit peu de gymnastique pour pouvoir faire changer quelque chose à ce genre de diagramme. Alors, c'est ce que je vous disais. Je vous en parle juste parce que vous avez peut-être entendu parler de découverte à 5 sigma. Vous n'arrêtez pas d'en parler. On est très prudent dans les définitions. Ça, ce que vous voyez là-dessus, là, c'est la probabilité que ce qu'on a vu ne soit que du bruit de fond, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de Higgs dans ce qu'on a vu. D'accord? Ça, c'est 1 et 1. Là. Ça veut dire, si j'étais là, ça voudrait dire la ligne, là. Ça voudrait dire, ce que j'ai vu, ça correspond exactement à ce que je verrais s'il n'y avait pas de boson de Higgs. En fonction de la masse du boson de Higgs. Et ce que je vois dans mon détecteur, c'est ça. Ah bon, on veut dire qu'il y a un Higgs à 120 des baleines, Alors, comme on est très très prudent, on annonce une découverte que si on a une chance sur 85 millions seulement de s'être planté, que ce ne soit pas le boson de Higgs. On est quand même super prudent. Et ça correspond à 5 écarts standards, c'est pour ça qu'on parle toujours de découverte à 5 sigma, mais c'est jargon. Ça veut juste dire, je ne me laisse qu'une marge d'erreur de 1 sur 85 millions. Quand on l'annonce, on... Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux juste vous dire que, alors peut-être que vous avez entendu qu'il y a vachement de spéculation. Est-ce que c'est le boson de... Alors d'abord, je n'ai pas été correcte. Vous avez vu qu'il y a 3 messieurs qui ont postulé le boson. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a le nom de ce boson. On a gardé dans l'histoire que le boson de Higgs, mais c'est pas très juste, c'est le boson de Groth-Engler-Higgs. Le problème, c'est que, du coup, avec les initiales, ça fait le boson de Bell. Et moi, je trouve ça très laid, mais il se trouve que toutes les communautés sionites, vu que M. Engler, c'est encore bio, toutes les communautés sionites, et donc maintenant, tout le monde parle du Bell. Ne soyez pas étonnés si vous n'entendez plus parler du Bell, très moche. Peu. Pour savoir si c'est vraiment le truc qui a été postulé par ces messieurs, il va falloir calculer tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on peut calculer, et comparer chacun de ces résultats individuellement, pour être sûr qu'il a toutes les bonnes propriétés. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors en particulier, en regardant toutes ces façons de se désintégrer, et en regardant si ça colle avec ce que prédit le modèle standard. Parce que prédit le modèle standard, c'est si c'était sur 1, et vous voyez que pour l'instant, il colle plutôt. Il y a des barres d'erreur, ça se balade un peu selon les canaux de désintégration, mais pour l'instant, il est standard. Donc maintenant, le boulot qu'on a, c'est un petit mot de conclusion. Donc là, le LHC s'est arrêté, c'était évoqué par Jean-Pierre tout à l'heure. Il y a eu... Alors, ce pote-là, je peux vous le dire, moi je trouve qu'on a subi de la pression médiatique quand on a démarré le LHC, ce qui a poussé les gens à monter en énergie alors qu'on n'avait pas testé les aimants. Les aimants supra, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que supra, supra, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de résistivité. Nous, là-dedans, on balance 80 000 ampères. Le problème, c'est que des fois, ça quench. Un quench, c'est quoi? C'est tout d'un coup, ça devient résistif. Un tout d'un coup résistif avec 80 000 ampères, ça chauffe. Donc, on est censé pouvoir pallier ce genre de truc en se débrouillant pour que la chaleur soit tout d'un coup répartie dans tous les mondes. Pour que l'évacuation de chaleur fasse pas un trou à un endroit donné, mais se répartisse. Le problème, c'est que je vous ai dit que c'était baigné dans l'hélium superfluide. L'hélium superfluide, quand il chauffe, qu'est-ce qu'il fait? Gazeux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté trop en énergie, des aimants qui n'avaient pas été testés sous quench suffisamment. Il y en a un qui a quenché. L'hélium superfluide s'est détendu d'un coup, évidemment. Les valves avaient été mal dimensionnées, les valves d'évacuation de l'hélium superfluide, et donc l'aimant qui avait quenché s'est déplacé de la bagatelle de 50 cm, je vous rappelle que ça fait 35. Ça fait des dégâts. C'est continu là, nous, hein. C'est tout connecté. Voilà, donc on a dû s'arrêter pendant un petit moment. Quelque part, c'est assez génial parce que de toute façon, cet aimant a quenché. Donc on le voit à ce moment-là ou après. Ce qui a été génial, c'est que les gens se sont posé la question de pourquoi il avait quenché cet aimant. Et ont mis en place, ils sont sublimes, les gens des faisceaux océanes, c'est vraiment des trous. Ils ont mis en place un diagnostic et maintenant on sait où sont ailleurs, dans le LHC, les défauts susceptibles de nous faire la même chose. Donc là, on l'arrête pendant 18 mois. En l'occurrence, c'était des connexions. Les connexions défectueuses supra vont être refaites.
Les valves, elles, ont déjà été changées pour des valves mieux dimensionnées par rapport à l'évacuation de l'avion superfluide. On va en profiter pour faire des upgrades des détecteurs, parce que ensuite on va monter non seulement en énergie, mais en taux de collision. Et le détecteur, il faut tirer le choc. Donc là, ça a 18 mois pour faire tout ce genre de choses. Quand on va reprendre dans 18 mois, on va monter en énergie et en luminosité. Ça veut dire qu'on va avoir encore plus de bosons de Higgs à étudier. Donc on va pouvoir l'écrire à la probablement. Et on saura. Donc, il a tout ce qu'il faut pour être celui qui avait été prédit par Ben. Mais on va encore quand même l'étudier in extenso. Alors, les analyses de physique, c'est pas des choses faciles à faire. Hein. Tout ce que j'ai résumé là en faisant le cours. Moi, par exemple, je fais pas de. Je m'occupe plus des détecteurs. Moi, je fais que ça, de l'analyse de physique. Et là, j'ai du boulot pour. Une vieille physicienne. Ah voilà. Ouais. Bon, quand je me remarque, je vais voir les particules. Hein. C'est ça aussi qui est chouette dans mon métier, c'est que il y a du boulot partout. Donc, mais les analyses, là, comme de rien, on a été relativement vite. Mais vous voyez, les barres d'erreur ne sont pas jojo. C'est pas que de la statistique, là. C'est aussi tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Comme on ne les maîtrise pas, on sait qu'on les maîtrise à plus ou moins quelque chose. On a envie de réduire quelque chose pour être le plus précis possible. Nous, d'un point de vue de l'analyse, on a du boulot. Mais sinon, là, ce qui a été présenté là à Morion, c'est donc une prise de données qui s'est arrêtée mi-décembre. Donc, on a été hyper vite. Vraiment, moi, je trouve que c'est... En même temps, comme je le disais, non, c'est pas sur les fois d'année, c'est... Pendant qu'on construisait, le LHC, ça nous a pris 30 ans pour construire les détecteurs et tout ça, on faisait la simulation. C'est-à-dire que les gens qui ne construisaient pas préparaient les analyses. Et mine de rien, compte tenu des délais qui sont les plus grands qu'on ait jamais jusqu'à maintenant, on a eu vachement de temps de se préparer. Et ça a été épatant quand on a démarré le LHC, qu'on a vu nos premiers résultats. De mémoire de physicien, il n'y avait jamais rien eu d'aussi chouette dès le départ. Ça aurait dû tout ça. Et ça n'était pas du tout, mais ça, c'est dû au fait qu'on avait eu des dizaines d'années de préparation. Et de simulation. Quand ça fonctionne, personne n'a un structure. Oh non. Non. La distance de sécurité, c'est combien de temps? C'est combien de mètres, pardon? Le tunnel, il est à 100 mètres sous terre. Ouais. Mais de fait, c'est pas les radiations, je crois, qui sont. Parce qu'il y a tous les pays ça. C'est juste que si jamais les rayons se vaporisent, il n'y a plus d'air. Ouais, c'est ça. Et puis il fait moins 80. Mais c'est un détail. Sans doute, on est mal. Donc, Je ne sais pas si on meurt de froid, vous me asphyxiez. combien de temps pour descendre en température? Plusieurs semaines? Descendre les aimants. Ouais, là, vous l'arrêtez, donc ça va réchauffer. Alors déjà réchauffer, on y va de ouf. Et je ne sais plus combien c'est par temps, c'est plusieurs semaines, lors du Avant de mois. pouvoir intervenir dedans, c'est plusieurs mois. Ah non, non. Non, c'est après quand on va les remettre en froid. Il faudra, je dirais le mois, comme ça, on ne peut pas dire de bêtises. C'est de l'ordre du mois pour pouvoir faire Ça tourne toute l'année ou il est arrêté temporairement à cause j'ai lu dans la presse qu'il était arrêté pour des questions de consommation énergétique Ah bah oui. en période d'hiver. Ouais. Déjà, alors là en l'occurrence, compte tenu du fait qu'on avait trouvé le boson de Higgs et qu'on savait qu'il allait y avoir le grand arrêt, on a aligné les sous et on a tourné jusqu'à. On s'est arrêté quand fin février. Alors, il y a aussi autre chose, là j'ai dit qu'on faisait tourner des protons pour ma physique à moi. J'ai des copains qui font ce qu'on appelle des ions lourds. On n'accélère pas que des protons, ce truc, on peut accélérer des plombs par exemple, beaucoup plus. Et cette année, on a fait des collisions plomb contre proton. Enfin, et ça, c'est un mois par an pour ce genre d'études. Et nous, on a le reste du temps. En gros, on tourne de fin mars à fin octobre pour nous, puis en période normale, quand on n'a pas découvert une, ça y est, c'est bon. Donc, c'est fin mars, fin octobre, et puis un mois sur le mois de novembre sur les ions lourds, d'autres types de physique. D'accord. Il y a une usine électrique qui produit une centrale nucléaire. Non, c'est un quart de tranche, je Pourquoi Higgs n'a pas eu le prix Nobel? Ah parce qu'on l'a annoncé en juillet et que les prix Nobel c'est en octobre et que... Ouais. Non, clairement... Il pouvait l'avoir. Non,
Non? Ah non, 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 c'est le comité Nobel, il l'a donné en octobre, ils ont déjà leur nom en février. Ouais, Donc nous, on a fait la même stratégie. Ensuite, il faut un tout petit peu entre se prendre le chou. On donne à qui? Sans nous, son phénomène, il l'a pas. Sans lui, nous, le phénomène, on l'a pas. En même temps, on est similaires. En même temps. Après, est-ce qu'on pourrait le donner au CERN? Sans le CERN, le X, on l'a pas. Le problème, c'est que le prix Nobel de la paix, on peut le donner et Et de... personne vivante. à une institution, le prix Nobel de physique, c'est pas le cas. Donc on peut pas le donner au CERN. Donc je crois qu'ils ont aussi un petit coup de prise de tête en ce moment là-dessus. Mais de toute façon, pour cette fois-là, c'était fichu. Donc il a une chance l'année prochaine? Ouais. Ouais. Et s'il l'a, Monsieur je Bay. me sentirais un petit peu dans quand même. Oui, j'aurais un petit peu. On se déplace à bicyclette dans ce truc. On peut. Et des voiturettes aussi pour les techniciens. 27 kilos, c'est... Ouais, non. Non, mais ouais, il y a des photos rigolotes où on voit les gens Ah, Le diamètre originel général dans lequel il y a des moi je suis là, aucune idée. Enfin, la truc, je sais pas. 5 mètres, non, 5 mètres. Bah, il y a pas un tout le bazar au son, c'est... C'est-à-dire qu'on peut rouler à bicyclette sur le côté. Moi, je... Donc, Non, 5 mètres. 25, ouais, voilà, 5 mètres là-dedans. J'en fais un peu. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Les particules, elles tournent à l'intérieur de l'anneau, Ouais. dans le sens différent. Ouais. Elles font beaucoup de tours par seconde. À quel moment on appuie sur le bouton pour qu'elles viennent se rencontrer? Tout le temps. On n'appuie pas sur le bouton. Elles se tamponnent. Ils font 11 200 tours par seconde. Et elles se tamponnent une fois toutes les... Alors, elles sont par petit papier. Hein. Il y a une collision qui fait 25 milliardiennes de tours. Oui, bien sûr. Ah, mais non, mais c'est avéré, hein. J'avais une figure pour montrer un peu les faisceaux. Encore une fois, c'est des particules chargées, donc avec des champs magnétiques, des forts comme jeu. Je par exemple de les et on les fait ce qu'on veut. On les dévie. On les dévie un peu. Alors, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce genre d'accélérateur, c'est juste une anecdote, elles vont à la vitesse de la lumière. Si jamais mon faisceau dévie, j'ai des capteurs qui me disent attention, il faut faire un truc, etc. Comment je fais pour dire à des particules qui vont à la vitesse de la lumière quel signal je peux bien envoyer qui les rattrape, sachant que rien ne va plus vite que la lumière. Le mec qui a inventé ça, il le connaît. En gros, je me sers du fait que j'ai un diamètre et un arc. Je détecte un défaut ici, j'envoie l'info de correction le long du diamètre, qui va aller plus vite à un chouille. Oh, un chouille, mais ça suffit. Tu pourrais pas attendre un tour? C'est un petit peu handicap, on n'a pas du tout envie de faire des trucs. Pour la petite histoire, quand le faisceau est plus d'assez bonne qualité, hein, quand ça devient plus efficace de lui faire se tamponner, on des dumps. Alors dumper un faisceau hyper énergétique, de protons hyper énergétiques, ça demande des centaines de mètres de béton, je crois que c'est des centaines de peut-être des dizaines, je suis nulle. Et sur ce gros bloc, on balance le faisceau pour l'arrêter. On entend le bruit. Je parle d'un truc qui est invisible à l'œil nu tellement il est petit, il y a tellement d'énergie dedans, qu'on entend le boom du faisceau. On l'a enregistré à un moment où je n'ai plus l'animation, mais Il y a une des questions que j'avais aussi. Est-ce que c'est sonore en fait en général l'explosion? non, la collision. La collision n'est pas sonore. Non, mais c'est un proton contre un proton. La collision. Là, quand je parle du DOM, c'est je balance tout ce que j'ai, tous les paquets. Et là, c'est mieux, ça se fait, c'est marrant. Heureusement. Donc, pour répondre à on n'a pas repris que ça se tamponne contre les parois du faisceau miroir pour corriger. On va faire des trucs. Il y a de quoi faire des trucs. Et le boson de Beck, non, sa place n'était pas prévue dans les tiroirs de Feynman. Non, alors, bonne question, mais en l'occurrence, dans les tiroirs de Gell-Mann, il n'y a pas les autres bosons non plus. Hein. Dans les tiroirs de Gell-Mann, il y a tout ce qui est hadron, c'est-à-dire toutes les particules composées soit de 3 quarks, soit d'un quark et d'un antiquark. D'accord. Tous les hadrons qui sont les lourds. Donc là, il y en a d'autres qui cherchent ailleurs d'autres types de particules, Oui, bien sûr. dans d'autres tiroirs vides.
plus là-dedans, mais oui, et encore une symétrie. Je voudrais insister sur quelque chose. Quand je dis c'est le modèle standard de la physique des particules, c'est un modèle. Ça veut dire c'est un modèle mathématique. Il se trouve que celui-là, on l'aime beaucoup parce qu'il explique, il correspond à ce qu'on voit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est valide tout le temps. Je vais donner un exemple bête. Si je fais tomber, si je me casse la figure en descendant les escaliers, j'ai besoin que de Newton. Si je fais la même chose en prenant une fusée, j'ai besoin de la relativité générale d'Einstein. Ça ne veut pas dire que Newton est une unité. Ça veut dire que le domaine de validité de la gravité de Newton, la planète Terre, sur la planète Terre, en gros, à mon échelle, voilà, non, c'est même pas une question d'influentielle, c'est vraiment une question de domaine de validité. Pour la gravitation terrestre, Newton, ça suffit largement. Donc c'est un modèle effectif dans un certain domaine. Mon modèle standard, c'est un modèle qui marche super bien. Rien ne me dit que si je monte en énergie, il ne va pas se casser les figures. Il y a même beaucoup de choses qui me disent qu'il va se casser les figures. Donc, il y a un modèle alternatif parce qu'il inclut, le modèle, en quelque sorte, il inclut toutes les particules de modèle standard, connues, qui s'appelle la supersymétrie. Alors, du coup, il répond aux deux mots c'est encore une symétrie, qui prédit l'existence au montant de particules que j'ai déjà vu, et donc on les cherche. Elle dit que le modèle standard sur la fin de l'histoire, c'est une réponse ou un truc de change. Donc, et puis Jean-Pierre a évoqué toutes les choses qu'on n'a pas encore expliquées. C'est pas le modèle de Lizzie Garland, le Canadien? Je sais pas. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais pourquoi il y en a d'autres? Chaque autre. Pourquoi des choses? Du coup, on peut aussi espérer découvrir des nouveaux champs. Attention, il ne faut pas me lancer sur le mal. Chaque particule est un champ. Donc trouver une nouvelle particule, c'est compliqué. Donc oui. J'avais compris. Quand c'est compliqué, la notion de champ, c'est super compliqué. Bien, merci encore, Félix.